Dans cette vidéo, nous allons étudier notre chapitre 3 sur l'offre et les concurrents. Donc on est toujours dans ce premier thème sur l'analyse du marché. Et évidemment, en plus de la demande et de ses besoins, il faut connaître un petit peu quelles sont les entreprises qui sont avec nous sur le même marché pour réussir à les concurrencer au mieux. Comme petit exercice et article d'introduction, je vous ai trouvé un article sur les aspirateurs. Et en fait, dans cet article, ils nous disent que les aspirateurs, ce sont les petits électroménagers qui se vendent le mieux. Et vous voyez que j'ai pris une source. La source de l'article, c'est le journal LSA. Et c'est une source que vous pouvez utiliser pour le travail final que je vous demande. Là, avec ce travail, je vous pose 3 questions. Qui sont les offreurs sur le marché des aspirateurs et quelle est leur position sur le marché? Deuxième question, comment évolue le marché des aspirateurs et quelles sont les raisons de ces évolutions? Et troisième question, quels sont les indicateurs importants sur l'offre évoquée dans cet article? Et quand vous parcourrez ce que je vous ai mis en jaune, vous allez voir que, eh bien, il y a des leaders sur le marché, comme le fabricant Miel, et puis un autre qui est un peu challenger, qui est Ninja Shark ou Shark Ninja, pour des nouveaux aspirateurs venus des États-Unis. Donc voilà pour les principales entreprises qui sont citées dans cet article, mais il y a plein d'autres compagnies qui font des aspirateurs et qui viennent concurrencer. Il y a Roventa aussi qui est cité dans l'article. Et finalement, c'est un marché assez concurrentiel puisqu'il y a beaucoup d'entreprises productrices. Et c'est un marché segmenté puisque dans les aspirateurs, on a les aspirateurs traîneaux classiques, ceux qui ont une grosse base et puis juste le col et le tube. Et puis on a les aspirateurs balais où tout est en même temps, le moteur, et donc vous portez quand vous passez l'aspirateur. Et vous avez aussi les aspirateurs robots qui ont une bonne plus-value en fait, qui font gagner beaucoup d'argent aux entreprises qui les produisent, mais qui ne sont pas finalement, vous voyez sur ce dernier graphique, qui ne sont pas finalement les aspirateurs qui sont le plus vendus. Et finalement, une personne qui réfléchit à un aspirateur, elle va plutôt acheter un aspirateur traîneau que tous les autres. Voilà, donc vous avez là un exemple d'analyse de l'offre sur un marché assez courant, celui des aspirateurs. Comment évolue le marché des aspirateurs et quelles sont les raisons de ces évolutions? Eh bien, dans l'article, vous vous rendrez compte que les fabricants ne se plaignent pas. Et même si pendant le confinement, il y a forcément eu une baisse des ventes, puisque les magasins étaient fermés, eh bien, il y a eu quand même eu un besoin de faire le ménage, d'entretenir son intérieur, et les ventes ont repris de plus belle après le confinement de mars-avril. Quand on vous demande quels sont les indicateurs importants, c'est ceux qu'on va un petit peu étudier dans ce chapitre. Et il y a plusieurs choses qui permettent d'analyser le marché. On va avoir les parts de marché de nos concurrents, nos propres parts de marché. On va avoir le volume d'aspirateurs vendus, la quantité vendue. On va avoir aussi le chiffre d'affaires global du marché, le chiffre d'affaires global qu'on peut réaliser aussi. Donc voilà, pas mal d'éléments chiffrés qui vont nous permettre d'analyser si ce marché est porteur ou pas. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour votre examen de fin de semestre, vous devrez me faire un document et je vais vous préparer une trame pour que vous compreniez bien ce que j'attends de vous et dans quel ordre. Et dans ce chapitre, on va voir deux grandes choses. On va voir des indicateurs et on va voir aussi les 5 forces de porteurs qui sont encore un modèle de théorie des organisations. Et vous choisirez si vous préférez présenter des indicateurs que vous aurez trouvés ou si vous préférez construire le schéma des 5 forces de porteurs pour le produit que vous aurez choisi. Donc voilà, c'est comme ça que vous pourrez utiliser ce chapitre. En introduction, on peut se rappeler que avec l'étude de la demande, l'étude de l'offre, ça complète notre connaissance du marché. Vous vous rappelez que le marché, c'est le lieu de rencontre réel ou fictif entre une offre et une demande de biens ou de services. Et cette rencontre aboutit à la fixation d'un prix et d'une quantité échangée. L'offre, elle est émise par les producteurs, les entreprises, et la demande, elle est émise par les consommateurs, les ménages en général.
Donc forcément, quand je connais l'offre de mes concurrents, je vais pouvoir choisir de me conformer à ce qu'il fait ou de me différencier de ce qu'il fait. En termes de prix, en termes de produits, de capacité, de qualité. Donc voilà, je vais essayer de faire ma place finalement dans ce marché. On va voir deux grandes parties dans ce chapitre. Le premier, c'est qu'on regardera vraiment des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l'offre. Et enfin, on va regarder la concurrence, avec la concurrence directe et indirecte, et ce fameux diagnostic de porteur que je vous évoquais tout à l'heure. Bien alors, on commence avec l'offre sur le marché. Et comme je vous l'ai écrit, positionner son offre, définir les objectifs commerciaux, maintenir son offensivité, ça passe par la compréhension de l'offre existante sur le marché. Alors qu'est-ce qu'il y a comme indicateur quantitatif? Évidemment, il y en a plusieurs, hein, que je vous en ai laissé pas mal pour que vous ne vous perdiez pas et que vous en oubliez aucun. Donc, il y a certains indicateurs qui vont nous renseigner, vous voyez dans cette première sous-partie, sur le potentiel du marché. Alors, le potentiel du marché, il est déjà donné par le chiffre d'affaires total sur le type de bien étudié. Le chiffre d'affaires, c'est le montant total des ventes, c'est-à-dire les prix hors taxes fois les quantités vendues. Donc, si je suis un fabricant qui fabrique des tongs et que je sais que j'ai vendu 1500 tongs à 35 € la tong, eh bien, pour connaître mon chiffre d'affaires, je fais 1500 fois 35 € en imaginant bien sûr que 35 € c'est le prix hors taxe, parce que la TVA, on doit la reverser à l'État. Donc évidemment, ce chiffre d'affaires, il est important parce qu'on va savoir si c'est un gros marché ou un tout petit marché. Et c'est parfois plus facile de s'insérer sur un gros marché que sur un marché qui a un faible chiffre d'affaires potentiel. Donc là, on est vraiment sur le marché en général. Si on reprend mon exemple des aspirateurs, sur tous les aspirateurs. Quel est le chiffre d'affaires du marché de tous les aspirateurs pour tout le monde, toutes les entreprises confondues? Ensuite, évidemment, deuxième indicateur, c'est les quantités vendues sur une période donnée. Donc les quantités, forcément, ça nous donne aussi l'importance du marché. Je précise avant d'oublier que je vais vous donner plein d'indicateurs. Je vous ai dit tout à l'heure, vous choisissez soit les indicateurs, soit les 5 forces de porteur, mais parmi les indicateurs, vous ne trouverez pas forcément tous les éléments. Ça va parfois être difficile. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir des éléments pertinents qui vous permettent de justifier les choix de l'entreprise. Si par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a un chiffre d'affaires très élevé pour le marché, eh ça justifie en effet le fait que cette entreprise-là, qui était reconnue dans un autre secteur, elle soit venue essayer de s'implanter sur ce marché. Ensuite, un autre élément qui est évoqué dans l'article, si vous l'avez lu, c'est le taux de croissance de ce chiffre d'affaires. Donc, un taux de croissance, si vous vous rappelez de votre cours d'économie, c'est une formule où on a valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ fois 100. Quand le taux de croissance est positif, ça veut dire que le chiffre d'affaires augmente d'année en année. Et quand le taux de croissance est négatif, ça veut dire que le chiffre d'affaires baisse d'année en année. Donc forcément, ça nous renseigne pour savoir si le marché est porteur de perspectives positives ou non. Est-ce qu'il y a du potentiel dans ce marché? Est-ce qu'il est prometteur ou au contraire, est-ce qu'il est à la fin auquel cas on va pas essayer de s'implanter dessus, ça servirait à rien. Ensuite, on a cette notion de marge commerciale pour tous les offreurs de marché. La marge commerciale, la définition qu'on peut donner, c'est que la marge commerciale, c'est le rapport entre le prix d'achat des marchandises et leur prix de vente. Vous avez acheté des marchandises pour 100 €, vous les revendez 200 €, vous avez une marge de 200 moins 100, ça nous fait 100 €. D'accord? Donc ça nous permet de voir la rentabilité de l'entreprise, la rentabilité du produit. Si on peut se faire une marge confortable, eh bien évidemment, on va pouvoir être plus à l'aise que si on a peu de possibilités pour faire des marges. C'est grâce à cette marge que notre entreprise, elle va pouvoir financer les salaires et après les investissements. Donc les entreprises qui font beaucoup de marge, ce n'est pas forcément des entreprises qui sont avides d'argent, c'est aussi des entreprises qui doivent survivre. Par contre, il y en a qui margent beaucoup, hein, mais cependant, la marge, elle est essentielle à une entreprise.
Si on veut donner la formule de la marge commerciale, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, celui qu'on a calculé tout à l'heure, moins le coût d'achat des marchandises vendues. Donc, qu'est-ce qui me reste après, une fois que j'ai revendu mon produit? Alors, je vous ai mis un document ensuite pour voir quels sont les commerces qui réalisent les plus grosses marges. Alors, c'est un article, on reprendra la source après. Le premier, c'est la vente à distance, à domicile et par automate. Donc là, il y aurait 44,3% de marge commerciale. Donc, on imagine les machines, les distributeurs de baguettes, les distributeurs de pizza. Bon, bah là, on a des secteurs, un secteur qui prend pas mal de marge. Ensuite, les deuxièmes, c'est les marchés. Évidemment, le commerçant sur le marché, il a besoin de faire une marge importante parce qu'il y a beaucoup d'invendus sur le marché. On imagine le primeur, celui qui achète à Rungis le matin ses fruits et légumes et puis qui va les vendre sur le marché. Forcément, il y aura de la perte. Donc, il est obligé de marger beaucoup parce qu'il faut compenser cette perte, sinon il ne peut pas survivre. Ensuite, on a les autres commerces spécialisés, vous voyez, habillement, maroquinerie, pharmacie, parfumerie, bijoutier, fleuriste, opticien, etc. Donc, une marge commerciale de 36,8% en moyenne. C'est quand même important parce que s'ils ont acheté un produit 100 euros, ils vous le revendent à 137 euros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une marge négligeable parce qu'en plus, vous rajoutez la TVA. Ensuite, on a le commerce alimentaire spécialisé comme les boucheries, la poissonnerie, la boulangerie, la pâtisserie, mais pareil, on comprend parce que là aussi, il y a de la perte. Le bricolage et l'équipement du foyer, les biens culturels et de loisirs qui réalisent des bonnes marges aussi, informatique et communication, vous voyez que finalement, on passe en dessous de la barre des 30% de marge commerciale. Et l'alimentation générale, eh bien là on baisse parce que sur des produits qu'on peut acheter aussi bien dans une enseigne que dans une autre, il ne faut pas une trop grosse marge parce que sinon les clients ils vont vers le moins cher. Voilà, donc c'est Journal du Net qui peut être aussi une source intéressante pour votre étude à vous. On arrive ensuite à notre autre indicateur sur l'intensité concurrentielle. Donc déjà, on va définir la notion de concurrence. La concurrence, c'est une situation de rivalité entre entreprises dont l'offre est substituable elle est substituable, point. D'accord? Donc, vous pouvez très bien acheter à une entreprise ou à une autre, et vous, en tant que consommateur, eh ben, ça ne vous change pas grand-chose. Ça peut être, par exemple, le lait. Est-ce que vous êtes attaché à une marque de lait en particulier ou est-ce que ce soit une marque de producteur ou du Lactel, finalement ça reste du lait. Donc voilà, là on a une concurrence où finalement on a du mal à se faire un nom pour juste la vente de lait. Donc vous avez retenu, c'est la rivalité entre les entreprises qui opèrent sur un même marché et qui satisfont les mêmes besoins. Alors, le nombre d'offreurs sur un marché modifie le fonctionnement de ce marché. Et là, on voit quelque chose que vous avez certainement déjà vu sur la caractéristique du marché selon le nombre d'offreurs qu'il y a sur le marché. On peut avoir des marchés monopolistiques, donc en monopole, et ça signifie qu'il y a un seul offreur. Un seul offreur, une multitude de demandeurs. Ça, c'est le cas de marchés nouveaux, un nouveau produit, ou particulièrement protégés, comme il y a pendant longtemps les monopoles d'État, comme la SNCF a eu pendant très longtemps le monopole de tout le secteur ferroviaire. Et puis on sait qu'avec l'Union européenne, ça change ça, mais voilà. On peut aussi imaginer un autre produit, on est les premiers à le lancer, et du coup, pendant un certain temps, on a un monopole sur ce produit. Ensuite, on a les marchés oligopolistiques, et là, on a quelques offreurs et une multitude de demandeurs. Donc là, on a 2-3 marques fortes qui se partagent le marché. Donc on peut avoir par exemple la téléphonie, où on sait qu'on a Samsung et Apple, et puis les nouvelles marques chinoises aussi qui commencent à être très importantes. Et puis on peut aussi avoir l'automobile, où là quand même on a plus que 2-3 marques. Donc là, ça s'étend un peu. Quand on n'a que 2 entreprises, on parle de duopole.
Le fait d'être en oligopole ou en duopole, ça réduit pas trop la concurrence parce que comme vous connaissez très bien vos concurrents, vous allez vraiment les analyser et essayer d'être les premiers. On peut citer par exemple Pepsi qui est challenger par rapport à Coca-Cola et qui a longtemps fait des publicités comparatives entre Pepsi et Coca pour essayer de grappiller des parts de marché comme ça. Bon, pour vous illustrer cette guéguerre qu'il peut y avoir entre deux grosses entreprises qui sont très rentables et qui fonctionnent très bien, il y a les pubs que Pepsi a longtemps fait sur Coca-Cola. Et donc voilà, je vous en montre une. Nothing sounds better than pizza and Pepsi. It's the cola. Voilà. Donc, vous voyez que même quand on est en duopole ou en concurrence oligopolistique, eh ben, on va avoir malgré tout une guéguerre assez importante. Et puis, on peut avoir la notion de concurrence pure et parfaite. Hein, vous vous rappelez, c'est une théorie économique un petit peu utopiste, hein, puisque les 5 conditions pour avoir une concurrence pure et parfaite sont jamais complètement respectées. Mais il y a quand même des marchés où il y a une multitude d'entreprises et finalement que vous vous adressiez à l'une ou à l'autre, ça vous est égal. C'est par exemple s'il vous faut une nouvelle barrette de mémoire pour votre ordinateur, vous n'allez pas trop vous regarder quelle entreprise fabrique. Vous allez peut-être regarder les avis sur le site sur lequel vous achetez, mais bon voilà, on va avoir vraiment beaucoup d'entreprises qui fabriquent. Et puis on peut aussi avoir des marchés qu'on peut donner atomisés où il y a quelques offreurs qui restent pour offrir leurs produits et leurs services à une demande résiduelle. C'est par exemple aujourd'hui le nombre d'entreprises qui développent des pellicules photo. En fait, on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui qui développent des pellicules photo, mais il y a quand même parfois encore des besoins et voilà, c'est des marchés en fin de vie finalement. Donc vous voyez que l'intensité concurrentielle, elle va avoir une influence sur moi en tant que producteur, parce que si je veux rentrer dans un marché très concurrentiel, où il y a une compétition forte entre les entreprises, eh bien ça va changer la donne par rapport à si je suis tout seul sur le marché. Je vais beaucoup plus pouvoir imposer mon pouvoir de marché justement quand il y a une concurrence faible que quand il y a une concurrence forte. Ça va aussi influencer mes prix puisque quand on a une concurrence forte, on va avoir une pression à la baisse sur les prix. Alors quand on est tout seul à vendre le produit, eh ben, on va faire son prix en fonction de ses coûts de production et puis de la marge qu'on souhaite réaliser. Donc après, il y a d'autres indicateurs qui peuvent renseigner sur l'importance des entreprises mêmes présentes sur le marché. Donc jusque-là, on a regardé le marché dans sa globalité, toutes les entreprises ensemble. Et là, on regarde les entreprises une par une. Donc on va regarder le chiffre d'affaires ou les ventes en volume de nos concurrents, combien de quantité, quelle quantité ils vendent, et puis leur part de marché. Ça va être important aussi de bien connaître ça. Alors dans le troisième document, je vous ai mis les principaux indicateurs qui peuvent être utilisés pour connaître l'importance de nos concurrents. On a les parts de marché en volume et les parts de marché en valeur. Et on a les parts de marché relatives et le taux d'évolution des parts de marché. Alors je reviens sur la différence déjà entre volume et valeur. Le volume, on regarde comme son nom l'indique les quantités, les volumes qui sont vendus. Donc ça veut dire qu'on va regarder vraiment le nombre d'unités qu'on a fabriquées et vendues. Alors que la valeur, on va prendre le nombre d'unités et le prix de vente. Donc finalement, la différence entre le volume et la mesure en volume et la mesure en valeur, c'est les prix.
Donc là, finalement, ça va être à peu près la même logique, hein. Comme c'est une part, c'est un ratio, une division. Donc on va avoir les ventes en quantité de l'entreprise divisées par les ventes en quantité de tout le marché pour les parts de marché en volume. Et pour les parts de marché en valeur, on va avoir le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le chiffre d'affaires global du marché. Les parts de marché relatives, vous voyez que c'est l'entreprise qu'on est en train d'étudier sur son concurrent principal. Donc, on va regarder où est-ce qu'on en est, comment on se positionne par rapport à notre concurrent principal. Si elle est au-dessus de 1, cette part de marché relative, ben, ça veut dire que pour la part de marché de l'entreprise qu'on étudie, elle est plus importante que celle du concurrent principal. Et si elle est inférieure à 1, ça veut dire qu'elle est moins importante. Et le taux d'évolution des parts de marché, c'est comme un taux de croissance, comme je vous le disais plus haut. On a valeur d'arrivée, part de marché sur la période 1, sur moins valeur de départ, sur valeur de départ. D'accord? Donc voilà les indicateurs qu'on peut avoir liés aux parts de marché. Ensuite, en plus de ces parts de marché, on peut avoir la position concurrentielle des entreprises sur le marché. Et là encore, on va avoir des situations différentes selon nos parts de marché. Alors, je vous ai parlé de leader et challenger. Je ne sais pas si vous avez fait attention un peu plus tôt, mais c'est de ça dont on parle maintenant. Notre position concurrentielle, c'est où vous en êtes dans le marché. Alors, le leader, évidemment, c'est l'entreprise qui détient la part de marché la plus forte. Il domine le marché, il a une forte notoriété. Mais cette notoriété, cette dominance, elle est forcément contestable et ça veut dire que ça signifie que quand vous êtes le leader sur un marché, vous n'allez pas forcément le rester tout le temps. Imaginez Kodak, hein, si je reviens sur le marché des pellicules. Kodak, c'est une entreprise dont vous entendez presque plus parler aujourd'hui, alors qu'avant, c'était vraiment le leader, la référence en matière de développement de pellicules photo. Ils avaient vraiment le lead du marché. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, l'environnement, c'est ce qu'on verra dans un des chapitres suivants, eh bien, il change tout le temps et l'entreprise, elle est amenée à évoluer par rapport à ça. Je redonne un autre exemple dans cette même idée, c'est celui de Renault. Le nouveau PDG de Renault a annoncé récemment qu'il allait diversifier l'activité et qu'il n'allait plus faire uniquement des voitures, mais aussi réfléchir à la circulation, aux nouvelles mobilités finalement, et s'imposer comme un acteur important sur les nouvelles mobilités, donc tout ce qui permet de se déplacer et de faire déplacer des données aussi. Donc on peut s'attendre dans les mois, dans les années prochaines à ce que Renault ne soit plus seulement un fabricant automobile. Et c'est indispensable pour un chef d'entreprise de réfléchir comme ça. Comment je peux moderniser, changer mon activité pour ne pas me retrouver comme Kodak qui n'a pas su prendre le pli. Ou même un autre exemple, Nokia, c'était une entreprise qui était leader sur le marché de la téléphonie mobile. Quand la téléphonie mobile a commencé, si vous aviez un Nokia 3310, c'était vous le boss. Et aujourd'hui, Nokia fait presque plus de téléphones mobiles. Donc ils se sont recyclés dans d'autres secteurs, mais avec une rentabilité qui est moins importante que peut-être s'ils avaient pris tout de suite le virage du tactile. Parce qu'ils ont essayé de faire du tactile à la suite d'Apple, mais ce n'était pas le même tactile, il fallait aller avec l'ongle et c'était beaucoup moins évident. Donc Nokia a complètement perdu sa place de leader à ce niveau-là. Donc le leader. Ensuite, celui qui est tout juste en dessous et qui veut, comme Pepsi tout à l'heure, hein, c'est le challenger. C'est l'entreprise qui se trouve en dessous en termes de part de marché et elle détient une part de marché suffisante pour menacer ce leader. Hein, elle peut lui passer devant. C'est Samsung, Apple, et puis peut-être Xiaomi, Huawei qui vont essayer de passer en premier sur certains secteurs, sur certains segments du marché. Donc ce challenger, il veut détrôner le leader et il conteste systématiquement la place du leader, c'est-à-dire qu'il va essayer toujours de le rattraper. Hein, on regarde en tête l'exemple de Pepsi à l'instant. Et puis vous avez aussi les suiveurs. Les suiveurs, ce sont ceux qui ont des parts de marché plus faibles et qui imitent dans la mesure du possible la stratégie du leader. Elles vont essayer c'est un petit peu toutes ces entreprises qui se sont créées pour la téléphonie mobile et qui ont fait aussi du tactile. Et quand on regarde un écran noir d'un téléphone tactile et un autre écran noir, et peut-être au premier coup d'œil, on ne sait pas trop différencier si c'est un Apple, un Samsung, un Huawei, un Xiaomi, etc. Donc eux, les suiveurs, ils essayent de prendre leur place tranquillement, doucement,
en copiant finalement. Alors pas en copiant de manière illégale, il ne faut pas, même s'il y en a qui le font forcément, mais en suivant la stratégie. On fait un petit peu pareil, on suit le mouvement. Vous avez aussi les outsiders. Et les outsiders, eux, leur part de marché, elles sont peu significatives. Donc, c'est ceux qui ont un succès limité et qui bon, bah, ne vont pas forcément avoir un grand succès sur le marché. On peut avoir, par exemple, quelle était l'entreprise qui faisait des téléphones français? Vous voyez, j'ai même oublié son nom. Et donc, bon, bah, euh, même si c'était une entreprise qui se disait française, elle faisait fabriquer en Chine et au final, ça ne permettait pas d'avoir un téléphone qui avait les mêmes qualités que les autres. Donc, ce n'est pas une entreprise qui est leader sur le marché, même en France aujourd'hui. Et puis, on a les spécialistes. Eux, ils se concentrent sur une niche de besoin, sur un segment de consommateurs et ils essayent d'avoir une offre différenciée à forte valeur ajoutée. Et eux, ils vont peut-être essayer d'avoir une clientèle prête à mettre le prix. L'exemple du spécialiste dans la téléphonie mobile, c'est un fabricant qui se spécialise dans les téléphones pour les personnes à visibilité faible donc qui auraient besoin de grosses touches ou les personnes âgées qui ont besoin d'un téléphone très pratique à utiliser, ils n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités et donc ils vont se creuser là-dessus. Spécialiste, ça a été aussi au tout début Nespresso sur le marché du café, puisqu'il se spécialisait dans un segment de clientèle qui pouvait mettre le prix pour la toute petite dose et qui pouvait payer 1 € sa petite dose de café. Donc au début, ils étaient spécialistes et puis rapidement, ils se sont imposés. Hein, ils ont malgré tout monté dans les parts de marché et aujourd'hui, Nespresso, c'est un acteur incontournable et des cafetières et du café. Voilà, je suis allée chercher le nom de l'entreprise dont je ne me rappelais plus. Donc c'est Wiko, c'est les téléphones Wiko, donc, qui essayait d'axer sur une vente provenant de France, mais qui finalement était vraiment assemblée à l'étranger. Et aujourd'hui, comme on l'a vu en commerce international, hein, il n'y a pas de téléphone qui est fabriqué sur le sol français. À part peut-être ce téléphone de spécialiste pour les personnes en situation de handicap. Alors, pour continuer avec l'analyse des parts de marché liées à la téléphonie mobile, là, on est sur les opérateurs mobiles en France. Bon, c'est un petit peu ancien, c'est 2017. Ça nous permet de voir un petit peu quels sont les documents qu'on peut trouver pour analyser un marché. Ça, c'est un type de document que vous pourriez trouver pour compléter votre dossier, mais évidemment, il ne faudrait pas le mettre comme ça sans explication. Il faudrait mettre des phrases d'analyse en disant que manifestement, Orange est leader sur le marché de la téléphonie mobile, sur le marché des opérateurs, et puis suivi de près par SFR, etc. Donc, vous avez compris, on peut trouver et mettre tel quel ce genre d'informations, mais il faut apporter une analyse derrière. Donc, qu'est-ce qu'on analyse sur ces opérateurs de téléphonie mobile? On voit que c'est un secteur quand même assez difficile pour les différents opérateurs, puisque la place de leader, elle est toujours contestée hein, par les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Orange est souvent plus cher que les autres, mais garde quand même une grande part de marché en France. Les perspectives de croissance, on voit que on a une bonne perspective de croissance par rapport à d'autres pays européens. Pareil sur les investissements. Un marché qui se redresse un petit peu, hein, notamment sur les mobiles. Mais qu'est-ce qui fait que ce marché il connaît un ralentissement? C'est évident, c'est que avant tout le monde n'était pas équipé en téléphonie mobile et là qu'on est tous équipés, c'est pas facile de reconquérir de nouveaux clients, sauf à prendre les clients de la concurrence, mais pareil, il y a une certaine fidélité quand même qu'on peut retrouver parce que ça peut être fastidieux de changer de box, changer d'abonnement, voilà. Mais on a un marché qui est un petit peu particulier aussi parce que Orange, SFR et Bouygues ont été condamnés à un moment parce qu'ils s'étaient entendus sur les prix. L'entente sur les prix, c'est le fait de se regrouper entre concurrents et de dire, bon, écoutez, on ne va pas se livrer une guerre des prix, on va se mettre d'accord à un prix bien élevé, on se fait des marges bien élevées et qui c'est qui paye, c'est le client.
Et forcément, les ententes sur les prix, quand elles faussent le marché, quand elles faussent le jeu du marché, elles sont sanctionnées. Et Orange, SFR et Bouygues ont été condamnés à des lourdes amendes pour s'être entendus sur les prix. Donc c'est un marché assez intéressant parce qu'il y a une forte concurrence et quelques opérateurs, donc on est vraiment sur un marché oligopolistique. Si vous voulez vous lancer dans l'activité, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de barrières, hein, puisqu'on a non seulement un marché saturé, mais en plus il faudrait payer votre réseau ou réfléchir à installer vos propres antennes pour faire le réseau, et du coup avoir vos propres salariés qui installeraient la fibre chez les clients, donc pas mal de contraintes pour s'installer. Autre secteur, les céréales du petit déjeuner. Alors vous voyez que là c'est une diapositive que j'ai trouvée pour montrer qui était leader sur le marché. Donc on voit que le leader dans les céréales du petit déjeuner c'est Kellogg's. On voit ensuite que le challenger c'est Nestlé, mais quand même loin derrière. Les MDD ce sont les marques de distributeurs, et puis après on a d'autres outsiders comme Jordan, Quaker ou Weetabix qui ont des faibles parts de marché. Donc vous voyez que ce marché il est assez réparti, il n'est pas très atomisé, puisque forcément on a Kellogg's et Nestlé qui ont presque les 3/4 de ce marché. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ces données-là. Ensuite, autre élément que vous pouvez regarder sur chaque entreprise, c'est le résultat. Le résultat, c'est une donnée comptable. C'est quelque chose que vous allez calculer à la fin de l'année pour toute entreprise pour savoir si vous avez une année où votre résultat est positif ou si votre résultat est négatif, et à ce moment-là, vous avez plutôt une perte. Donc là, dans la capture d'écran que je vous ai pris, on a toutes les étapes pour parvenir au résultat. Vous avez vos produits d'exploitation, c'est-à-dire tout ce que vous avez gagné, quelque part votre chiffre d'affaires, moins les charges d'exploitation, c'est-à-dire les matières premières, l'électricité, etc. Et vous avez aussi là-dedans les salaires. Ça vous donne le résultat d'exploitation. Si vous rajoutez les produits d'intérêt, les charges d'intérêt, ça c'est quand vous avez de l'argent de côté, vous avez gagné un petit peu d'intérêt ou vous avez payé, donc ça vous donne le résultat brut. Moins les impôts, ça vous donne votre résultat net. Et donc c'est résultat après impôt. C'est aussi la notion de bénéfice. Finalement, quand on parle de bénéfice ou de profit, c'est du résultat comptable dont on parle. Forcément, ça va nous permettre de savoir si nos concurrents ou les entreprises du secteur, elles sont rentables ou pas. Si on a un très très gros chiffre d'affaires et qu'on a un résultat négatif, ça arrive. On peut avoir des chiffres d'affaires d'1 milliard et d'avoir des charges d'exploitation telles que vous arrivez à un résultat négatif à la fin de l'année. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est forcément un petit peu embêtant parce que ce résultat, soit vous allez le redistribuer à vos actionnaires, soit vous allez réinvestir. Et vos actionnaires, ils attendent un retour sur investissement, ils attendent d'être un intéressement au résultat de l'entreprise, et votre entreprise, elle a aussi besoin que vous investissiez pour pouvoir perdurer. Donc, il vaut mieux que ce résultat il soit positif. Et puis, un autre indicateur, dernier indicateur de cette sous-partie, c'est le taux de notoriété. Le taux de notoriété, c'est le pourcentage de personnes qui connaissent votre entreprise, vos produits ou vos marques. On l'exprime en pourcentage à la suite d'enquêtes. Vous avez interrogé 50 personnes, il y en a 10 qui connaissent votre produit, ça vous donne un taux de notoriété de 20%. Donc ça, quand les entreprises elles vont faire des études de marché, c'est souvent une question qu'elles vont poser. Alors elles peuvent poser deux catégories de questions. Elles peuvent poser la question, citez les marques de céréales du petit déjeuner que vous connaissez. Et là, vous partez de rien en tant que personne sondée et vous allez lister. Ça s'appelle la notoriété spontanée. Le client cite la marque sans suggestion. Et je vous répète la question. Quelles sont les marques de céréales du petit déjeuner que vous connaissez? Quelles sont les marques de téléphone portable que vous connaissez? Et puis vous avez aussi la notoriété assistée, où là on vous donne une liste de marques et vous allez cocher celles que vous connaissez. Donc on cite des marques au client et il énonce celles qu'il connaît. Donc la question, ça va être plutôt, parmi ces marques, lesquelles connaissez-vous? Et là vous citez Kellogg's, Nestlé, Jordan, etc.
Donc ce taux de notoriété, c'est important aussi parce que si les gens ne connaissent pas votre marque, eh bien, ça va changer votre manière de concevoir votre offre. Parce que s'ils n'arrivent pas à différencier, vous allez forcément vous retrouver dans un cas de figure où vous devez aligner le produit pour qu'il soit facilement substituable aux autres, que les clients se disent « Oh bah tiens, je vais essayer celui-là et c'est le vôtre ». Et puis, vous allez aligner vos prix aussi. C'est souvent, si vous avez un faible taux de notoriété, vous êtes obligé d'aligner vos prix au plus faible, donc réduire votre marge, parce que la séduction du consommateur, elle va passer par le prix faible. Voilà pour les indicateurs quantitatifs. Donc, vous voyez qu'il y en a pas mal, aussi bien sur le marché que sur les entreprises prises une par une. On arrive maintenant aux indicateurs qualitatifs. Et donc, ces indicateurs qualitatifs, ils permettent de comprendre pourquoi les clients achètent chez une entreprise ou chez une autre. Donc, les plus fréquents, on va avoir d'abord l'image de marque. L'image de marque, c'est la perception que les consommateurs ont d'une entreprise, d'un produit ou d'une marque. Et cette perception, elle dépend du prix, des caractéristiques du produit, de ses fonctionnalités, de la communication sur cette entreprise, ce produit ou cette marque. Donc elle dépend, mais en même temps elle porte sur. Donc vous avez une image sur les chaussures Nike, est-ce qu'elles sont de bonne qualité ou pas. Vous avez une image sur les céréales Kellogg's, est-ce qu'elles sont sucrées, bonnes pour la santé ou bonnes tout court au goût. Et forcément, cette image de marque, elle influence votre attitude par rapport à l'entreprise. Si vous avez une bonne image de l'entreprise, vous allez plutôt aller vers elle. Si vous avez une mauvaise image, vous allez y aller qu'en dernier recours finalement. Et les entreprises, elles ont tout intérêt à avoir une bonne image de marque. C'est pour ça qu'elles vont favoriser la communication, le marketing tribal et tout ce qu'on a vu dans le premier chapitre. Deuxième indicateur qualitatif, c'est la fidélité. Donc la fidélité en marketing, c'est le comportement d'achat répété d'un produit ou d'un service au sein d'une même marque ou d'une même enseigne. Donc est-ce que vous allez de manière répétée dans la même enseigne? Alors, cette fidélité sur les supermarchés, les hypermarchés, elle peut se retrouver. Est-ce que vous faites toujours vos courses dans le même magasin? Est-ce que vous allez toujours à Auchan, ou toujours à Carrefour, ou toujours à Leclerc? Est-ce que vous allez toujours dans la même pharmacie aussi? Ça, c'est intéressant parce que finalement, la pharmacie, elle tient un petit peu notre santé. Il y a des gens qui ne vont jamais dans la même pharmacie, puis il y a des gens qui vont toujours voir leur pharmacien et le pharmacien, il connaît personnellement certains de ses patients, certains de ses clients pour leur proposer leur traitement courant. Donc la fidélité, c'est important parce que évidemment, vous n'allez pas réagir de la même manière si votre clientèle elle est fidèle ou pas. Si elle est fidèle, eh bien, vous allez essayer de lui vendre un petit peu plus en lui proposant des offres alléchantes, rien que pour elle, parce que elle va revenir, c'est sûr. Ensuite, autre indicateur qualitatif qu'on peut citer, c'est le positionnement des concurrents. Le positionnement, c'est la position qu'occupe un produit ou une marque dans l'esprit des consommateurs face à ses concurrents. On peut utiliser différents critères pour connaître le positionnement et en général, on va le mettre dans un graphique. Ça peut être le prix, quel est votre positionnement en termes de prix, est-ce que vous êtes plus cher ou moins cher? Ça peut être l'image de marque, est-ce que vous avez une bonne image ou une mauvaise image de marque? Les caractéristiques de votre produit, etc. Forcément, ce positionnement, l'entreprise, elle va essayer de le maîtriser. Elle va se dire, moi, je veux être reconnue en tant qu'entreprise qui vend des produits de qualité et plus cher. Je vais être reconnue en tant qu'entreprise qui vend des produits de qualité moyenne, mais accessibles à tous. Et pour illustrer, je vous ai mis ce graphique-là. Alors, ça va aussi conditionner le fait d'être rangé dans la catégorie haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme. Donc, ça c'est important. Donc, vous voyez que là, c'est le mapping, donc une carte du positionnement de la marque Petit Bateau. Petit Bateau, des vêtements notamment pour enfants. Et là, les deux indicateurs qui ont été utilisés, c'est le prix, faible ou élevé, et la qualité, bonne ou moindre. Donc, on a plusieurs entreprises de vêtements.
Et vous voyez qu'on va les séparer en 4 catégories. Alors, il n'y en a aucun qui s'est mis dans le segment prix élevé, qualité mauvaise. Donc, bon, bah là, forcément, oui, on comprend. Hein. On a H&M, C&A et Kiabi qui se positionnent sur des prix faibles et une qualité moindre. D'accord. On a Orchestra Verbaudet Okaïdi qui se positionne sur une bonne qualité, mais à des prix qui sont quand même assez faibles. Et Petit Bateau mise sur la qualité et reste dans la catégorie des prix élevés. Mais c'est vrai que dans la catégorie des prix élevés, Tartine et Chocolat et Jacadi sont quand même des entreprises qui sont bien plus chères que Petit Bateau. Donc voilà, hein, vous voyez, quand on est parent, on a le choix entre acheter les bodys à 4 euros chez Kiabi ou à 10 euros chez Petit Bateau ou à peut-être 20 euros chez Jacadi. Mais chaque marque a voulu ça, hein, a voulu ce positionnement. Et c'est pas facile de changer de positionnement parce que si Kiabi un jour se dit bah, moi je vais faire de la grosse qualité, bah, les clients ne vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ces prix et finalement si j'ai 20 euros à mettre dans un body pour bébé, je ne vais pas aller chez Kiabi. C'est pas facile pour une marque qui s'est positionnée dans un secteur de changer en fait. Ça a été la raison de l'échec de la Renault Avantime, qui était une Renault très haut de gamme qui avait été créée. Et dans l'esprit du consommateur, eh bien, Renault, ce sont des voitures moyenne gamme, moyen prix. Ce n'est pas des prix élevés et ce n'est pas de la haute gamme, ni du bas de gamme, ni des prix trop faibles. Donc, cette voiture, elle n'a pas fonctionné parce qu'elle n'a pas trouvé sa clientèle. Et vous voyez que c'est important de bien se positionner dès le départ. Et vous avez retenu que changer de positionnement, c'était compliqué. Autre élément, tiens, je l'ai oublié, je vais le rajouter tout de suite. Voilà, autre indicateur qui peut avoir son importance, c'est la distribution numérique. La distribution numérique, c'est l'ensemble des activités commerciales qui organisent le transfert des biens du producteur au consommateur final. En fait, c'est combien de points de vente vont vendre votre produit. Évidemment, c'est un indicateur de présence parce qu'il ne faut pas s'étonner de rien vendre en Normandie s'il n'y a aucun magasin normand qui vend votre produit. Donc forcément, on a tout intérêt à augmenter notre distribution numérique. La formule pour la distribution numérique, c'est le nombre de magasins où le produit est présent, divisé par le nombre total de magasins qui proposent cette catégorie de produits dans un secteur, fois 100. Et là, par exemple, je vous ai comparé les points de vente du T 1336 et le nombre de supermarchés dans la zone. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé au précédent semestre, les T 1336, c'était une usine qui appartenait à Lipton et à Elephant. L'entreprise Unilever a décidé que cette entreprise n'était pas assez rentable et ce sont les ouvriers qui ont racheté l'entreprise. Alors voilà, la distribution dans notre secteur du T 1336. Donc là, on a de la chance, on peut en trouver à Cergy, à Auchan. Mais on voit que finalement, il n'y a pas énormément d'enseignes qui vendent ce thé. Et ici, on a une indication des supermarchés du Val d'Oise. Et on se doute que la distribution numérique du T 1336 n'est pas optimale et qu'il y a plus de magasins qui pourraient le vendre. Alors pourquoi ils ne le vendent pas? Parce qu'ils imaginent peut-être que la demande n'est pas assez importante et il n'y a pas eu une expression de besoin de la part du consommateur. N'empêche que ça c'est important aussi parce que ça va forcément conditionner vos ventes. On ne peut pas tout miser sur Internet, notamment en matière de thé ou dans les domaines où le packaging reste important et on a nos consommateurs qui ont besoin de savoir comment c'est fait. Voilà, donc dans ces domaines-là, on ne peut pas tout miser sur Internet. Voilà pour nos indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur le marché. Et maintenant, on va se pencher sur notre notion de concurrence. Évidemment, notre entreprise, elle doit se démarquer par rapport à ses concurrents. Et on va dire qu'elle cherche à dégager un avantage concurrentiel. Qu'est-ce que c'est un avantage concurrentiel? C'est l'aptitude ou une compétence ou une connaissance ou une expertise de l'entreprise qu'elle maîtrise mieux que ses concurrents. Donc une aptitude, une compétence, une connaissance, une expertise que l'entreprise maîtrise mieux que ses concurrents.
Donc, si on imagine cet avantage concurrentiel dans le domaine des consoles de jeux, on a les consoles Wii qui sont reconnues pour leur côté ludique, sportif, familial, et puis les consoles Sony qui sont, elles, reconnues pour leur performance graphique, leur rapidité, et puis les jeux comme Fortnite, etc. Si on veut acheter une console à un enfant, on va peut-être plutôt aller sur une console Wii. Et puis si on veut acheter une console à un adolescent qui se lance dans les jeux de stratégie, on va plutôt aller sur Sony. Et il y a pas mal de ménages qui ont les deux, qui ont la Sony et la Wii parce que ça correspond à des besoins différents. Donc l'avantage concurrentiel de ces deux entreprises, Sony et Nintendo, il est différent alors qu'ils satisfont le même produit, enfin ils satisfont le même besoin, c'est-à-dire le besoin de jeux vidéo, et ils ont des produits concurrents. Mais cet exemple-là va nous permettre d'illustrer la notion de concurrence directe et concurrence indirecte, parce que on peut se demander si on a une concurrence directe ou indirecte entre la Wii et la PS4, par exemple, parce que je suis sûre qu'il y en a là parmi vous qui sont en train de se dire ah bah oui, c'est pas du tout la même chose, et donc on partirait plutôt sur une concurrence indirecte. Mais si vous êtes comme moi, à pas trop maîtriser les consoles de jeu, bah oui, pour moi, ce serait une concurrence directe parce que le jour où je veux acheter une console, bah, je vais regarder, je vais vraiment les comparer parce que c'est le jeu vidéo qui m'intéresserait, donc ce serait une concurrence directe. Alors, ça va nous permettre de distinguer tout ça. Notre concurrence directe, ou plutôt les concurrents directs, ce sont ceux qui s'adressent à la même cible avec une offre similaire et à des prix comparables. Donc, concurrent direct, il s'adresse à la même cible avec une offre similaire à des prix comparables. Et bon, bah, là, on peut imaginer PSA, donc Peugeot Citroën, et Renault, qui sont des concurrents directs, puisque on a quand même des voitures qui se ressemblent un petit peu dans chaque gamme, sauf que Renault n'a pas encore lancé son ami, enfin si, ils avaient lancé la Twizy, voilà, dans le secteur des petites voitures électriques, mais on a quand même des entreprises qui se font une concurrence directe. Forcément, on va dire que les produits de votre concurrent direct, ils sont substituables aux vôtres. Hein. Cette notion de substituabilité, c'est le fait de pouvoir remplacer facilement un produit par l'autre. Donc là, vous vous rappelez, dans un des chapitres précédents, on avait vu, on avait vu que dans le marché actuel du produit, on a cette concurrence directe. Et puis on a la concurrence indirecte. Et là, les concurrents indirects, ce sont ceux qui proposent des biens ou des services de substitution. Ça veut dire des offres différentes, mais qui répondent à un même besoin générique. Donc on a quand même le même besoin, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que dans mon exemple de tout à l'heure sur les consoles, on pencherait plutôt vers une concurrence indirecte, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais si on regarde à nouveau dans les voitures, donc forcément, si j'ai une voiture, c'est parce que j'ai le besoin de me déplacer. C'est un besoin très général, parce que ce besoin de me déplacer, je peux le faire aussi à pied, à vélo, en transport en commun, en avion, etc. Donc, et comme je vous l'évoquais tout à l'heure avec Renault qui veut réfléchir sur les nouvelles mobilités, eh ben c'est complètement là-dessus. C'est parce qu'ils veulent maîtriser tous les éléments de ce besoin générique. Donc, PSA, ça va être un concurrent indirect de la SNCF, ou les vols internes au sein de la France, ça va être des concurrents de la SNCF. Et vous avez entendu que il est question d'interdire les vols internes inférieurs à 2h30 où on peut prendre le train. Donc imaginez si on a un Paris-Marseille qui dure 3 heures et un Paris en train et un Paris-Marseille qui dure 1 heure, 1 heure et demie, mais il y a le temps d'enregistrement à l'aéroport, arriver à l'avance, etc. Bah, rapidement, finalement, le train prend l'avantage et vous savez que le train est largement moins polluant que l'avion.
Donc, il y a de grosses réflexions là-dessus sur les nouvelles mobilités. Et puis, vous faites peut-être partie de ceux qui ont opté pour la trottinette électronique. Et donc, là, forcément, on voit que l'envie de bouger, elle change. Il y a moins de personnes dans le métro aujourd'hui et beaucoup plus de trottinettes électriques dans les rues, avec les problèmes que ça peut poser, évidemment, le stationnement ou le fait de rouler sur la rue, le trottoir, etc. Donc vous avez compris, la concurrence indirecte, on a des offres qui s'adressent aux mêmes besoins génériques et finalement, il faut faire attention à ces concurrents-là parce que eux aussi peuvent nous piquer nos clients. Et on finit notre chapitre avec le fameux diagnostic concurrentiel de Porter. Et donc Porter, son prénom c'est Michael Porter, c'est un économiste qui a élaboré ce modèle en 1979. Et donc, il va considérer que notre entreprise, elle est soumise à 5 forces qui viennent des différents acteurs sur le marché. Et l'étude de ces 5 forces, elle consiste à déterminer quelle est la dynamique concurrentielle au sein du secteur d'activité. Évidemment, quand vous connaissez les différentes forces, vous pouvez adapter votre stratégie en tant qu'entreprise pour développer vos ventes. Donc, je vous ai fait un schéma qui reprend ces 5 forces. Alors déjà, on a ici les concurrents du secteur. Donc, c'est toute cette concurrence directe que je viens de vous évoquer. Donc, vous avez une entreprise et vous avez en noir, là, les entreprises qui fabriquent le même produit. Donc là, évidemment, c'est un noyau qui peut être très pressurisé, puisque si vous avez beaucoup d'entreprises qui fabriquent exactement le même produit que vous, qui répondent aux mêmes besoins particuliers, eh bien, ça va influencer votre manière de déterminer votre offre. Ensuite, vous avez les nouveaux entrants potentiels. Est-ce qu'il est facile d'entrer sur le marché ou pas? Tout à l'heure, je vous évoquais le fait de rentrer sur le marché de la téléphonie mobile, qui est un petit peu saturé. Mais le marché des aspirateurs, pour le coup, c'est pas complètement fermé. Si vous avez la technologie, que vous arrivez, comme Dyson est arrivé il y a quelques années, avec des nouvelles fonctionnalités, vraisemblablement une efficacité plus grande, mais un prix aussi carrément plus grand, eh ben, il peut tout renverser. Autre exemple intéressant sur les nouveaux entrants ou les entrants potentiels qui ont bouleversé le marché, c'est quand Free est rentré sur le marché de la téléphonie mobile. Hein, vous vous rappelez, je viens de vous dire, il y avait les 3 acteurs, Orange, SFR et Bouygues, qui s'entendaient sur le marché. Free est arrivé en annonçant des forfaits à 2 euros et forcément, les ententes ont volé en éclats puisqu'il a fallu se repositionner par rapport à ce nouvel entrant. Donc le nouvel entrant, c'est une menace potentielle qui va avoir son influence et que l'on doit maîtriser en tant que producteur. Ensuite, en 3, forcément, on retrouve nos produits de substitution, c'est-à-dire les concurrents indirects. Donc eux, forcément, ils vont pouvoir pénaliser nos ventes et plus ils sont forts, plus ils sont dangereux. En 4, vous voyez le pouvoir de négociation des fournisseurs. Ça va être important aussi, puisque si vous avez des fournisseurs très importants, des grosses entreprises qui vous fournissent, vous avez moins de pouvoir face à eux. Et inversement, si vous avez des fournisseurs qui sont des toutes petites entreprises, qui ne sont pas très gros, qui sont très atomisés, eh bien, vous allez avoir une importance sur eux. Et c'est la majorité des problèmes liés à l'agriculture. Les marchés de produits agricoles, on sait que les agriculteurs vendent leurs produits à un prix qui ne couvre pas leur coût de production. Par exemple, hier, je voyais un reportage sur le fait que les agriculteurs vendent leur viande de vache à 3 euros le kilo. Et pour vivre correctement, il faudrait qu'ils vendent leur viande à 4 euros le kilo. Ça leur fait 1 euro à chaque kilo. Une vache, ça ne fait pas 1 kilo. Hein. Donc, vous imaginez pour chaque vache la perte pour chaque agriculteur. Et c'est comme ça que la vie de l'agriculteur, elle est extrêmement dure. Et on a pas mal de reportages qui évoquent cette situation. Et parce que comme ils sont tout petits, ils n'ont pas de pouvoir face aux grandes centrales d'achat et qui vont presser les prix au maximum pour proposer le produit à un prix concurrentiel aux consommateurs ou alors même à un prix assez cher parce que parfois c'est pas rare de payer le kilo de bœuf 15-20 euros le kilo. Alors si l'agriculteur n'a récolté que 3 euros,
vous imaginez la marge que se sont pris les autres. Et donc voilà, il y a un vrai nœud là, et c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en ce moment on essaye de revaloriser le métier d'agriculteur, parce que c'est quand même eux qui nous nourrissent, et ils ont en général beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Ils sont beaucoup aidés par la politique agricole commune de l'Union européenne. Et il y en a beaucoup qui disent que s'il n'y avait pas la politique agricole commune, ben, ils ne pourraient pas survivre, ils mettraient la clé sous la porte. Et puis enfin, cinquième force de porteur, c'est le pouvoir de négociation des clients. Et donc forcément, si vous avez un gros client qui vous achète 60% de votre production, bah, lui, il va avoir son importance et vous allez essayer de le bichonner pour le garder. Donc vous voyez, le pouvoir de négociation des fournisseurs, des clients, ça va aussi conditionner votre offre de prix, votre production, vos achats, etc. Donc dans l'exemple qui suit, on va se focaliser justement sur ce marché du lait, donc un produit agricole. Et pour ce marché du lait, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques années, les producteurs avaient refusé d'approvisionner les supermarchés et hypermarchés français en beurre, en lait, etc., en tous les produits laitiers, pour contester ce fait qu'ils n'ont pas assez pour vivre. En fait, si un agriculteur veut vivre correctement, il faut qu'il vende 1 € le litre de lait. Et ce n'est pas le cas. Il ne vend jamais 1 € le litre de lait aux grandes centrales laitières. Qui sont ces grandes centrales laitières? On a la famille Beignet qui détient Lactalis. Et si vous regardez en 3 ans, entre 2014 et 2017, l'évolution de leur fortune, eh ben, cette fortune a augmenté de 38,1%, donc avec toutes ces marques-là. Et la famille qui détient les fromageries Belle, elle a augmenté en 3 ans sa fortune de 86,3%. Vous vous rendez compte, c'est quand même une somme énorme. Et donc, on a pas mal de marques encore très courantes qu'on achète régulièrement qui sont concernées. Et la famille Dongrain, qui détient aussi des marques que l'on connaît bien, elle a augmenté sa fortune de 58,3%. Bon, c'est bien, les gens gagnent de l'argent, c'est super. Mais qu'est-ce qu'il en est des producteurs de lait? Eh bien, eux, ils ont perdu moins 42,1% de leurs revenus, parce que là, on ne peut pas parler de fortune. Et le prix du lait, il a baissé de 9,6%, le prix du lait acheté aux producteurs de lait. Donc forcément, ces producteurs, ils tirent la langue, ils n'en peuvent plus, hein, et ils ne peuvent pas vivre correctement avec le montant qu'ils vendent pour le prix qu'ils payent, le prix qu'ils obtiennent pour leur lait. Alors la réponse commence à se mettre doucement en place, mais si on n'est pas attentif en tant que consommateur, on va continuer à acheter ces marques qui rémunèrent très peu le producteur. Dans une petite ville, dans le Val d'Oise, dans le Vexin, vous avez la ferme d'Aravilliers, par exemple, qui vend son lait directement aux consommateurs. Et ils ont mis un distributeur de lait pour vous amener votre bouteille, vous mettez votre euro et vous avez 1 litre de lait. Et ça permet de vendre le lait à un prix normal. Alors évidemment, les quantités vendues ne suffisent pas à faire en sorte que l'agricultrice elle puisse vivre correctement, ça ne suffit pas. Mais il y a des initiatives comme ça. Et puis, vous avez peut-être fait attention récemment sur ce lait de la marque des producteurs. Et en fait, ils sensibilisent bien sur le fait que là, on a un peu plus qui va vers l'éleveur. Mais vous voyez que c'est quand même pas la fortune, hein. Vous voyez? Donc, on a 39 centimes qui vont à l'éleveur et finalement qui disent que ça garantit une rémunération juste. Et je vous disais tout à l'heure, 1 € finalement, il serait confortable à 1 €. Donc, ce n'est pas la richesse à 39 centimes. Donc après, il y aurait quand même 50 centimes répartis avec le collectionneur, le conditionneur, la logistique et le distributeur. Donc tout ce qui fait que le lait est empaqueté et mis à disposition du consommateur. On a cette marque C'est qui le patron qui prend 5 centimes et il y a 5 centimes de TVA. Donc vous voyez, en achetant ce lait créé par nous les consommateurs, c'est seulement 5,98 € de plus par an en moyenne pour chaque ménage. Et ça permet aux agriculteurs, aux producteurs de lait de vivre décemment. Donc il y a cette marque qui se crée, C'est qui le patron, et espérons qu'elle permette aux agriculteurs de vivre mieux. Vous voyez quand même que cette force de négociation est importante et en tant que consommateur, on a une responsabilité par rapport aux produits que l'on achète
et derrière à la rémunération qui est accordée pour nos producteurs. Il y a un autre élément que je voulais évoquer avec vous avant de finir, c'est cette notion de barrière à l'entrée. Les barrières à l'entrée, ce sont les contraintes présentes sur un marché qui vont dissuader ou encourager, si elles n'existent pas, elles dissuader ou encourager des entrants potentiels. Donc là, on est dans la catégorie, dans la force qu'on a vue à l'instant, des entrants potentiels. Ces barrières à l'entrée, elles peuvent être très, très nombreuses. On peut citer les coûts de production. Par exemple, imaginez, vous, votre truc, c'est les trains. Et vous voudriez bien fabriquer des trains ou mettre en circulation, proposer une activité ferroviaire. Vous imaginez bien qu'acheter un train, ça va être cher. Et puis, comment vous allez le mettre sur les rails? Est-ce que vous allez fabriquer vos propres gares, vos propres rails, ou est-ce que vous allez louer ceux de la SNCF? Donc là, il y a plusieurs barrières. Et le coût de production, et puis la mise en place de votre service. On peut avoir aussi des barrières à l'entrée qui sont légales, où l'État impose tant d'opérateurs et on ne peut pas en avoir plus. Donc ça a été le cas pendant longtemps pour la téléphonie mobile, où c'était 3 maximum. L'Union européenne tend à libéraliser tout ça, éviter qu'on ait des nombres limités d'entreprises sur un marché. Et puis voilà d'autres indicateurs. Le niveau des investissements, donc ça je vous l'ai évoqué. La réglementation, ça je vous l'ai évoqué. Le marché, est-ce qu'il impose des normes spécifiques? Imaginez, vous voulez vous lancer dans les repas à domicile. Vous avez envie de cuisiner dans votre cuisine et puis de livrer vos repas. Est-ce que vous allez respecter toutes les normes? Pour vendre de l'alimentaire, c'est extrêmement compliqué finalement. Et ça, il faut bien le maîtriser. Est-ce que ça va vous dissuader de vous lancer dans le marché? Peut-être pas. Mais en tout cas, il faut connaître. Est-ce que l'accès au marché nécessite un savoir-faire spécifique ou un brevet? Vous savez que pour être pharmacien, il faut avoir un diplôme de pharmacie. Donc, vous ne pouvez pas lancer une pharmacie si vous n'avez pas fait d'études de pharmacie. Donc, ça va être une barrière à l'entrée. N'importe qui ne peut pas s'improviser pharmacien. Est-ce que le secteur d'activité est en crise ou peu attractif? Ça, c'est une barrière à l'entrée importante, puisque si le secteur est en crise, il vaut mieux éviter de se lancer dedans. Est-ce que la politique du pays concerné, elle est contraignante au niveau fiscalité, au niveau implantation? Donc, s'il y a beaucoup de règles à respecter, si on ne vous permet pas d'acheter une usine ou d'être propriétaire de votre propre moyen de production, ça va peut-être vous dissuader de rentrer dans ce pays pour proposer vos produits. Et puis, est-ce que la zone géographique, elle est attractive ou pas? Est-ce que ça va vous permettre de vendre beaucoup de produits ou pas trop? Et ça va forcément influencer votre décision d'implantation. Quand on regarde les réflexions sur la 5G, ce n'est pas la Creuse qui en premier va bénéficier de la 5G. Évidemment, c'est là où on va avoir le maximum de densité humaine pour rentabiliser tout de suite les investissements. C'est le problème aussi de ces produits comme ça qui nécessitent beaucoup d'investissement, c'est que quand on a une densité de population importante, les entreprises elles y vont parce qu'elles savent qu'elles seront rentables, mais dans les zones où il y a peu de densité, eh bien eux, ils n'ont pas accès aux mêmes produits. Et c'est pour ça que pendant longtemps, il y a eu des entreprises publiques comme France Télécom, comme EDF, parce que il fallait que chaque personne puisse avoir accès aux services de l'électricité, de la téléphonie, etc. Voilà pour des exemples de barrières à l'entrée qui vont faire que la menace des nouveaux entrants ou des entrants potentiels, elle est forte ou faible. On en a fini avec ce chapitre. Donc, vous avez compris que toute entreprise, elle a à sa disposition plein d'indicateurs, plein de chiffres pour lui permettre d'analyser l'offre. Évidemment, elle n'est pas obligée de tout analyser, mais elle va prendre les éléments qui lui semblent les plus pertinents pour repérer s'il y a des menaces ou s'il y a des opportunités à saisir. Forcément, cette analyse, elle doit être suivie de décisions. Si vous avez constaté que les offres sont toutes de faible qualité avec un prix faible, vous pouvez essayer de vous lancer dans le haut de gamme. C'est un petit peu ce qu'a fait Nespresso dans le café. On avait toutes des offres, alors pas forcément de faible qualité, mais de qualité moyenne. Et Nescafé a essayé de se différencier avec son Nespresso en essayant de nous faire croire que son café était d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà, ça c'est l'analyse, et après, évidemment dans les chapitres suivants, on verra ce qu'il faut en faire de cette analyse. Mais il faut toujours réfléchir, même quand vous allez utiliser un de ces outils, à dire, voilà, ça justifie la décision de l'entreprise de faire ça ou de faire ça. Voilà, j'en ai fini pour ce chapitre numéro 3.